Rebonjour à tous. Alors on continue aujourd'hui à parler de l'eau et de son interaction avec la peau. Donc on a vu hier les températures. Températures qui sont à appliquer en fonction de principalement de l'âge de l'animal, de l'état de sa peau et de son état de santé de manière générale. Un autre élément important à prendre en considération dans la dermatologie appliquée au toilettage, c'est que l'eau n'est jamais pure. En tout cas, l'eau du robinet que l'on utilise, elle est potable, hein, mais ça ne signifie pas qu'elle est pure. Elle contient énormément de résidus, de polluants, de molécules, notamment de médicaments. Hein, puisque lorsque nous prenons des médicaments, nous les évacuons par les urines, notamment. Et tout cela va dans les eaux usées. Elle contient aussi énormément de produits chimiques qui n'ont pas été filtrés parce qu'ils ne peuvent pas être totalement filtrés par les stations d'épuration. Donc, toutes ces impuretés, il y a aussi des micro-organismes, il y a des bactéries qui s'y développent. Tout ça, tous ces éléments qui sont contenus dans l'eau du robinet vont interagir évidemment avec la peau, vont interagir aussi avec vos cosmétiques, puisque en fonction, l'eau par exemple va contenir du chlore ou du calcaire. L'eau qui contient du chlore qui contient toujours du chlore d'ailleurs, hein, pour des raisons de santé publique, va interagir avec le poil et le rendre plus difficile à démêler que si l'eau était pure. Donc, en fonction de la composition, parce qu'en plus la composition va être différente selon le robinet, en fonction d'abord de la région où vous êtes, de la composition des sols, de la densité de population autour, en fonction de la météo, lorsqu'il y a de fortes chaleurs ou de fortes pluies, la composition de l'eau va changer. Et donc peut-être qu'un shampoing qui fonctionne très bien en été ne fonctionne pas bien en automne ou fonctionne moins bien en automne. Et comme d'une région à l'autre aussi c'est différent, et bien un shampoing qui fait des miracles dans le sud ne donne pas des résultats super miraculeux dans le nord. Et parfois même d'une commune voisine à l'autre, les résultats seront très différents. En tout cas, le ressenti que vous en aurez ne sera pas aussi extraordinaire que ce que la collègue vous avait conseillé, enfin vous avez donné. Donc, il faut prendre ça en considération lorsqu'on toilette un animal. Et donc, c'est d'autant plus important que lorsque vous utilisez un shampoing, eh bien, plus vous le diluez, plus les résidus qui sont contenus dans l'eau vont avoir une importance sur l'effet de ce produit. Donc, dans un premier temps, on pourrait considérer filtrer l'eau. C'est tout à fait possible de filtrer l'eau, d'utiliser un système de filtration de l'eau qui va permettre de maintenir une certaine constance, en fait, déjà dans la qualité de l'eau, ce qui fait que vous peut-être constaterez moins de changements, moins d'oscillations. Peut-être qu'un chien qui était incompréhensiblement difficile à démêler en automne alors qu'il ne l'est pas en été deviendra, peut-être que ça s'arrêtera. Alors il y a certains systèmes qui vont filtrer le plomb, le chlore, les micro-organismes, etc. Donc, généralement, ce qu'on essaye de faire en filtrant, c'est qu'on essaye d'adoucir l'eau et on essaye de l'attirer vers le neutre, c'est-à-dire qu'on essaie de la faire descendre à 7 de pH. Donc, pour savoir si votre eau est plus ou moins neutre, un premier indice est le pH de l'eau. Vous pouvez tout à fait tester le pH et voir, plus ce pH se rapproche de 7, plus cela signifie que l'eau contient moins de résidus, de micro-organismes et autre chose. Voilà. Donc, une variation du pH aussi dans votre eau, hein, si vous mesurez le pH, moi je conseille de mesurer le pH de l'eau au moins une fois par mois, va vous donner une indication sur le fait que la composition a changé. Plus on va s'éloigner du 7, plus on a
on va avoir une interaction des résidus avec les shampoings et les poils. Et donc, lorsque cet écart est vraiment important, au moins on le sait et on peut s'y préparer en changeant ses protocoles de toilettage. Donc pour mesurer le pH, il vous faut un testeur de pH. Donc il vous faut un testeur de pH, par contre, qui va être précis. Oubliez les bandelettes. Oubliez les bandelettes parce que... ça, c'est les petites bandelettes. Quand vous avez les bandelettes, le problème, c'est que ça n'est pas du tout précis. Hein, vous avez une couleur. Voilà. Vous avez des indices de couleur. Mais la différence, par exemple, entre le 7 et le 8 et le 8 et le 9, bon, bah, c'est pas très clair, surtout quand vous voyez la vraie couleur du papier. Et donc, si vous avez 7 ou 7,5 ou 7,8 ou 8, vous voyez pas trop la différence. Donc, ça, c'est vraiment indicatif quand on n'a pas besoin, d'une mesure précise. Donc, oubliez les bandelettes. Allez dans un magasin de... je vais faire ma militante. Commandez pas en ligne. Déplacez-vous et payez en liquide. Et achetez dans un... Alors ça peut être une jardinerie qui fait des aquariums ou un vendeur de piscine qui fait de l'entretien de piscine. Donc ça, moi, c'était pour les deux en fait. Hein, parce qu'en fait, ce sera le même. Donc c'est un testeur de pH qui se présente comme ça. Donc vous avez la solution pour l'étalonner. Si vous ne savez pas le faire, le vendeur normalement devrait savoir le faire, surtout si c'est lui qui entretient les piscines, etc. ou les aquariums, il saura exactement comment faire. Et une fois qu'il sera étalonné, donc vous avez aussi un petit tournevis qui vous permet d'étalonner. Alors il y a la notice, hein, mais si vous ne savez pas le faire, comme je vous le disais, le vendeur, lui, il saura. Et ça se présente comme une sorte de stylo, hein, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, un stylo de pH. Et vous ne trempez que la lentille en verre dans votre eau. Et vous avez une mousse à l'intérieur hein, vous devez garder humide. Donc ensuite, quand vous l'avez trempé dans l'eau, eh bien tout simplement, vous avez un écran. Là, bon alors, moi évidemment, il ne fait rien, il est un peu remuant parce que là, la lentille n'est trempée dans rien, mais vous avez au dixième, donc là, 6 points quelque chose, 7 points quelque chose. C'est très important de faire votre relevé, donc pour ceux qui ont accès, pour ceux qui veulent passer leur label et qui ont accès au document data, vous avez un document de relevé de pH de l'eau, qui fonctionne un peu comme vous savez dans les ascenseurs. Là, vous avez ces petites affichettes quand vous entrez dans l'ascenseur avec machin à contrôler le temps, bidule revient le temps. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Donc vous avez besoin d'un document modèle, hein. Vous pouvez le faire vous-même, c'est très facile. Vous prenez un petit carnet, un petit relevé et vous contrôlez votre eau. C'est un des éléments, le pH, vraiment. Quand on en vient à vouloir, en tant que toiletteur data, gérer les problèmes de peau, là, le pH est très important. C'est l'un des éléments importants à prendre en considération. Donc l'eau, à la base, lorsqu'elle ne contient rien, elle a un pH de 7, elle est neutre. Mais qu'est-ce que c'est que le pH? Alors le pH, en lui-même, si je vous demande, vous allez me dire, oui, c'est si quelque chose est acide, quelque chose est alcalin ou basique, etc. Scientifiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le pH? Eh bien, on mesure la concentration en ions hydrogène d'une surface, d'un liquide, etc. Donc, et c'est pas forcément que de l'eau, hein. Il n'y a pas que l'eau qui a un pH, tout ou presque a un pH, donc on peut mesurer les pH de toute surface aqueuse ou toute solution. Donc dans la solution, plus il y a d'ions hydrogène, plus elle va être alcaline ou basique, on peut dire les deux. Moins elle va contenir d'ions hydrogène, plus elle va être acide. Et entre les deux,
quand elle contient une certaine moyenne d'ions hydrogène, eh bien la solution ou la surface a un pH neutre. Et le pH neutre, on s'est servi pour l'étalonner comme référence de l'eau pure à 25 degrés Celsius. Donc on considère que le neutre a une valeur de pH de 7 quand la solution mesurée est à 25 degrés. Et tout ce qui est inférieur à 7 va être acide, et tout ce qui est supérieur à 7 va être dit basique ou alcalin. Donc pour donner un ordre d'idée, l'un des éléments les plus alcalins, les plus basiques, ça va être la soude caustique qui est à 14. L'eau de Javel est à 11, encore très alcalin. L'eau de mer est à 8. Donc là, on se rapproche un peu du neutre. L'eau pure est à 7. Ensuite, si on veut descendre un peu dans le pH acide, alors le lait est légèrement acide, 6,3 à 6,6. Plus acide, les sodas, les sodas qui sont à 2,5, 3,5. Le citron, par exemple, est à 2. Et alors, si vous voulez quelque chose qui est carrément le plus acide, vous avez par exemple l'acide de batterie. Voilà. L'acidité ou l'alcalinité de quelque chose n'est pas indicatif du fait qu'il soit dangereux ou pas consommable. Par exemple, le jus de citron c'est à 2, mais c'est consommable. Bon, ça fait des aigreurs d'estomac si on en boit 30 litres, mais voilà. Le fait que ce soit très neutre, très acide ou très alcalin n'est pas un indice de dangerosité. La peau a aussi un pH. Donc on a une eau qui a un pH et on a une peau qui a un pH. La peau des chiens a un pH, la peau des chats a un pH. Et là, évidemment, en tant que scientifique, on est en droit de se poser la question. La question, ça va être, mais quand je mets les deux en contact, qu'est-ce qui se passe? Parce que la peau, elle vit, la peau, elle est vivante. Si je mets quelque chose avec un certain pH sur la peau, est-ce que cela va déstabiliser la flore? Est-ce que cela déstabilise la petite atmosphère de la planète peau? Eh bien, en fait, le pH de la peau détermine en réalité le bon fonctionnement de nombreuses enzymes épidermiques. Et donc, le pH fait partie de l'atmosphère de la peau, tout comme l'oxygène fait partie d'une autre. Et donc, lorsqu'on altère le pH de la peau, eh bien, on perturbe la barrière cutanée. On perturbe les enzymes, on perturbe tous les petits micro-organismes qui vivent dessus. Parce qu'en plus, ce pH est également là pour réguler le développement des micro-organismes. C'est-à-dire que grâce à ce pH, au pH du sébum, eh bien, tel organisme est favorisé, tel autre organisme est défavorisé, et toute la flore transépidermique, c'est celle qui vient et qui va, eh bien, elle est empêchée de se développer. Donc, si on perturbe le pH, on permet à des catégories de micro-organismes qui n'ont pas lieu d'être de peut-être pouvoir se développer sur la peau, à des micro-organismes qui ne devraient pas beaucoup se développer, qui devraient être présents mais pas beaucoup, de peut-être se surdévelopper, et on empêche certains micro-organismes qui devraient se développer beaucoup, on les empêche de se développer suffisamment. Donc, oui, toucher la peau avec de l'eau, ça perturbe la barrière. Et plus la peau va être sensible, plus l'équilibre va être fragile, plus on a un risque de de provoquer quelque chose. Donc, comparons les deux pH. Donc, on a cette eau. Alors, par expérience, les eaux du robinet sont toujours basiques, parce qu'elles contiennent du chlore déjà à la base. Donc, comme elles contiennent du chlore, elles sont alcalines. Et les bonnes eaux sont généralement à 7,4, 7,5. J'ai vu des eaux monter à 7,8.
c'est encore raisonnable. J'ai vu dans certains pays des eaux monter à 8,4, 8,7, 8,9 même, c'est-à-dire à des niveaux où elle est considérée comme non potable. Mais j'ai jamais rencontré ce niveau dans les pays francophones. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas parce que j'ai pas testé partout. Donc, testez votre eau et n'hésitez pas à partager votre pH, que je vois un peu la carte des pH de la France et de Navarre et autres. Donc, on a cette eau du robinet qui est toujours au moins légèrement alcaline. Quel est le pH? D'abord, on va commencer par le chien. Les données concernant les mesures du pH chez le chien sont assez rares. Mais j'ai quand même pu développer, on va dire, des déductions de ces données. Si on part de ce qu'on a maintenant, étant donné qu'on n'en a pas beaucoup, ça veut probablement dire que cette partie du cours va beaucoup évoluer dès qu'à chaque fois qu'il y aura de nouvelles données. Donc, j'ai simplement dégagé des données générales et donc des conclusions générales. Peut-être que ça s'affinera au fil du temps, j'en suis même sûre. Donc, les données qu'on a à l'heure actuelle, c'est que, alors, déjà petit 1, si vous avez appris que le pH est neutre sur la peau d'un animal, c'est bidon, c'est faux, c'est archi faux et c'est même irresponsable de vous avoir appris ça. Juste parce que on l'a lu sur trucmuche.fr, montoutou.fr ou je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un un jour qui a écrit un article de blog pour dire que c'était 7 et tout le monde a dit oh bah c'est 7 alors. Voilà. La peau des chiens n'est absolument mais alors pas du tout neutre, mais alors pas du tout. Et en fonction des races, c'est totalement différent. C'est-à-dire que chaque race a son pH. Et ça peut partir de 5,2, voire même un peu plus bas des fois, mais bon, on va garder les moyennes, à 9,2. C'est-à-dire de hyper acide à hyper basique. Et on va avoir non seulement des mesures qui diffèrent selon les races, mais les mesures diffèrent également selon le sexe, selon le statut sexuel, selon même la localisation anatomique. C'est-à-dire que même en fonction de l'endroit du corps, on a un pH différent, notamment au niveau des oreilles. On peut dire que les oreilles, c'est une petite planète sur la planète. Les oreilles chez l'animal ont vraiment une vie à part. Et donc, si on les traite de la même manière que le reste du corps, on est quasiment sûr de les déséquilibrer. D'où énormément de problèmes de réaction des oreilles après des toilettages, etc. Donc, on a énormément de pH différents. Généralement, la race va influer grandement le résultat des mesures en fonction de la taille de la race. Alors, à l'heure actuelle, le pH le plus acide que l'on a rencontré dans les mesures, dans les études, c'est le cocker. Le cocker, c'est lui qui descend à 5,2 en fonction de la zone anatomique, avec une moyenne généralement de 5,8 si on prend tout le corps. Donc vous voyez un pH acide. Les valeurs les plus acides, on va les retrouver chez les bergers, notamment par exemple les bergers allemands, avec en moyenne 8,6 et ça peut monter à 9,2. On va retrouver aussi des pH très alcalins, très basiques chez toutes les races de type Labrador, Retriever, c'est-à-dire des races avec une peau très épaisse et destinées à aller à l'eau, chasser à l'eau, récupérer les canards. Donc, avec une différence également, lorsque l'animal est de couleur noire ou lorsqu'il est de couleur sable. C'est-à-dire que puisque la couleur noire retient plus d'eau, eh bien le pH diffère et il descend. C'est-à-dire que moins
le sébum va garder d'eau, plus il va être alcalin. Si on prend des petites races à la peau fine, comme le Yorkshire par exemple, on va plutôt avoir des mesures acides. Donc plus on va dire que vers les petites races, les petites et moyennes races, on a plutôt une tendance à avoir des pH de peau qui vont être acides ou neutres, hein, qui flirtent entre l'acide et le neutre, ça dépend vraiment de la race. Et toutes les grandes races, qui d'ailleurs généralement ont une peau plus épaisse, vont avoir plutôt un pH alcalin, basique. Donc, en l'état actuel des mesures qui sont loin de concerner toutes les races. Les races nordiques également ont été mesurées, elles ont plutôt un pH alcalin. Donc, en ce qui concerne les mesures qu'on a maintenant, on va pouvoir partir du principe, avec des exceptions, on va pouvoir partir du principe que les petites races donc ont plutôt un pH acide, les moyennes races ont plutôt un pH acide, légèrement acide, neutre, alcalin, et les grandes races ont plutôt des mesures alcalines, basiques. Qu'est-ce que cela signifie pour un toiletteur ? Ça signifie qu'en réalité, aucun produit sur le marché à l'heure actuelle ne convient à toutes les races. Il est impossible d'utiliser les mêmes produits sur tous les chiens. Par exemple, on ne peut pas utiliser les mêmes produits sur un cocker qui a un pH de 5,8 en moyenne que sur un berger allemand qui a une moyenne de 8,6. L'écart est tellement important que on se rend bien compte que scientifiquement, il faut s'adapter à ces peaux, notamment quand il y a un problème. Donc, on va plutôt prendre des produits qui sont acides pour les petites races et des produits qui sont alcalins pour les grandes. Or, la plupart des produits, pour ne pas dire tous, sont tous acides ou essaient d'atteindre le neutre. Mais ils ne sont pas à 7. Généralement, ils sont en dessous. C'est très très rare d'avoir des produits qui dépassent le 7. Ça existe aussi. Par contre, on n'ira jamais plus qu'à 7,4 à peu près. On n'aura jamais des produits qui sont à 8 ou 8,5, sauf à utiliser de vrais savons naturels en solide. Donc, ça n'est pas facile, pour dire quasiment impossible, d'utiliser les produits qui conviennent. On peut toujours jouer avec la dilution de l'eau, mais ça a ses limites, c'est-à-dire ça a la limite inférieure du produit acide et la limite supérieure de l'alcalinité de l'eau. Quel est le pH chez le chat? On va revenir sur l'utilisation des produits et du pH dans quelques temps. Continuons avec le pH de dépôt. Le chat, alors les chats, il y a encore moins de données. Autant chez les chiens, on a fait les terriers, les fox, les nordiques, etc., les petites races, certains bergers, les cockers, les beagles aussi, beaucoup. Les beagles flirtent autour du neutre. Général un peu alcalin et puis neutre au niveau des oreilles. Chez le chat, on a encore moins de données parce qu'en fait, il est rare que l'on fasse des études race par race. On prend généralement des chats de maison. De temps en temps, dans les études, on voit passer des Persans, des Norvégiens, mais on n'a jamais un échantillon de races qui ont été testés. Donc pour l'instant, tous les chats qui ont été testés à l'heure actuelle avaient un pH qui se situait entre 6,39 et 6,64 selon la zone anatomique. Donc on va dire un pH d'à peu près 6,5. On a remarqué une légère différence, tout comme chez le chien, à savoir que les mâles ont un pH supérieur, légèrement supérieur aux femelles. Donc par exemple chez le chat, la moyenne chez le mâle c'est 6,64 et chez la femelle la moyenne c'est 6,54. Donc vous voyez une différence infime qui donc n'a pas d'impact pour vous toiletteurs. Donc pour respecter le pH de la peau des chats, c'est un peu plus facile.
il faut, pour l'instant en tout cas, de ce que l'on en sait, de ce que la science nous en dit, il faudra respecter systématiquement l'acidité de la peau et donc utiliser des produits, là, étant donné qu'on est à 6,5, donc des produits soit dont le pH est neutre, soit légèrement acide. Et comme on est à neutre, à légèrement acide, et que la plupart des shampoings sont assez acides, eh bien c'est très simple de se rapprocher du neutre avec la dilution adéquate. Donc là, pour ce qui est de choisir les produits pour les chats, pas trop de difficultés. En ce qui concerne le pH de la peau, il faut se rappeler également un facteur très important, c'est que l'état de santé de la peau va modifier le pH. Lorsqu'on a un animal qui a une peau malade, notamment lorsqu'il y a des pyodermites de toutes sortes, donc généralement les pyodermites sont généralement des infections de la peau, qui peuvent être superficielles, qui peuvent être profondes, etc. On reverra les pyodermites plus tard. Eh bien, quand on a une pyodermite, par exemple, le pH augmente. Donc, comment prendre en considération le pH lorsque je toilette un chien? À première vue, cela peut paraître assez compliqué de mettre en œuvre l'application du pH, notamment avec les produits que l'on a aujourd'hui sur le marché, lorsque l'on veut faire un toilettage data. Ça n'est pas si compliqué que ça dans la mesure où, tout d'abord, un élément important, lorsque vous avez une peau qui n'est pas sensible et qui est en bonne santé, vous pouvez vous permettre d'utiliser un produit dont le pH ne va pas correspondre exactement au pH de la peau de l'animal. Pourquoi? Parce que déjà le chien n'est pas baigné tous les jours. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, notre pH, si je mesurais mon pH aujourd'hui, il serait en moyenne de 5,5. Mais ce n'est pas mon pH naturel. Si je ne me douche pas pendant 2 jours, mon pH retombe à 4,7. Et j'expose ma peau sans arrêt. Je me douche tous les jours, je me savonne tous les jours, j'utilise des... Voilà. Donc, puisque je me lave et que je mets de l'eau qui est basique sur ma peau qui est acide, tous les jours, je la déstabilise. C'est ce que nous, on fait les humains, on devrait pas le faire si on était perfectionniste du pH de la peau, mais on le fait. Un animal, lui, il est baigné, on va dire, au mieux une fois toutes les 4 semaines. Donc si sa peau est en parfaite santé et qu'il n'a pas une sensibilité cutanée particulière, eh bien, on peut se permettre de le faire. On va le laver, on va déséquilibrer légèrement son pH, puis au bout de 24 à 48 heures, eh bien, le pH va se rééquilibrer et hop, on est reparti jusqu'au prochain bain. Donc, on peut se permettre de ne pas être très regardant sur le pH des produits lorsqu'on a affaire à un animal en bonne santé. Par contre, là où ça devient plus compliqué et plus exigeant, c'est que justement, quand on a un problème de peau, eh bien, respecter le pH d'origine de la peau devient un élément majeur de la gestion de ce problème de peau et notamment de la non-aggravation de ce problème de peau. Si j'ai un Yorkshire avec une pyodermite et que je sais que ce Yorkshire a normalement un pH de 6,3 à 6,8 et que je sais que puisqu'il a une pyodermite, son pH est monté entre 7 et 8. Je ne dois pas m'attarder à ce pH 8 parce que ce n'est pas ça son vrai pH. Pour aider la peau, là, je dois essayer de garder un pH de 6,3, 6,5, 6,8, ça dépend des individus et des localisations anatomiques. Je dois faire en sorte de rester, de coller à ce pH pour aider la peau, pour l'aider à gérer cette pyodermite. Pas à la guérir, bien sûr, c'est pas notre travail, mais au moins à soulager la peau et à lui permettre de respirer, d'avoir un répit. Bref, ce que je voulais dire simplement, c'est que eh bien, il ne faut pas être trop paranoïaque à la suivi du pH quand la peau est en bonne santé. Par contre, il faut le faire effectivement lorsqu'il y a quelque chose à gérer. Donc, on voit bien que quand on parle du bain, eh bien, un bain, c'est pas juste attraper un jet d'eau
et laisser couler sur le chien. On doit prendre en considération le pH de l'eau qu'on utilise, le pH des produits qu'on utilise, le pH du mélange des produits avec l'eau. On doit aussi prendre en considération le pH des oreilles. On développera un peu plus le problème des oreilles plus tard. Donc, tout bon toiletteur data doit se munir d'un testeur de pH et effectuer les mesures adéquates. Je recommande d'avoir un livret spécifique de relevé des pH dans lequel vous indiquerez pour chaque type de produit le pH relevé avec et sans dilution et avec toutes les dilutions que vous utilisez, de manière à ce que vous ayez une référence lorsque vous avez un problème de peau qui apparaît, quel produit et quel shampoing par exemple est le plus adéquat et à quel taux de dilution. N'hésitez pas à mettre ces informations également dans votre DU, votre document unique, votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça permet aux salariés, apprentis et peut-être stagiaires que vous avez avec vous de s'y référer sans que vous ayez besoin de leur répéter 50 fois la même chose. Voilà. Donc, voilà pour le pH. Dans le site internet privé des membres data, des étudiants data et les toiletteurs data, vous avez les feuilles de relevé de pH, les livrets de relevé de pH, et vous avez aussi des livrets de suivi de toilettage. On en parlera un peu plus tard, mais c'est tout à fait des choses que vous pouvez faire vous-même, vite fait bien fait, avec un tableau Word ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas surtout à tout contrôler, vérifier les pH de tout. Donc là on a vu le pH, on est toujours dans le chapitre concernant l'eau. En dermatologie, dans le bain, il y a un autre élément qui doit être pris en considération, c'est la pression de l'eau qu'on utilise. Donc si on parle de considération générale de toilettage, sans entrer dans le sujet scientifique de la chose, si on parle de considération générale de toilettage, je rappelle que de toute façon déjà quand on utilise une pression trop forte pour le chat par exemple, cela peut provoquer la peur et donc tentative de fuite ou d'agression. Donc à la base, pour des raisons de sécurité, déjà quand on parle toilettage du chat, on évite au maximum la pression, puisqu'un chat n'a pas peur de l'eau, il a peur du bruit. Et donc généralement, lorsqu'il est mouillé, sa réaction de peur n'est pas tant du fait qu'il soit mouillé, mais du fait qu'il entende le bruit du jet, soit dans la paroi de la baignoire, soit le bruit du pshhh qui sort d'un coup de la paume de la pomme de douche, etc. Donc pour ceux qui ont suivi avec moi les cours de base du toilettage, on avait déjà vu que il était tout à fait possible de toiletter un chat dans une bassine d'eau, c'est-à-dire dans un vrai bain, ou alors on peut également retirer la pomme de douche de la douche et ne se servir que du tuyau et laisser couler l'eau sans pression. Ça vous permet d'ailleurs d'avoir un volume d'eau beaucoup plus important et donc de mouiller mieux l'animal beaucoup plus vite. Le temps de travail aussi, c'est également important pour le toilettage du chat. À savoir que par exemple, si vous utilisez la méthode de la bassine d'eau dans laquelle on met le chat, mettez-y le shampoing, diluez-y le shampoing tout de suite, puisque on le verra après. Le mélange au shampoing va permettre à l'eau de rentrer beaucoup plus vite dans le pelage et donc de mouiller l'animal beaucoup plus vite. Ça vous fait gagner un temps fou et c'est très important lorsqu'on toilette les chats parce que souvent ceux qui sont tolérants au toilettage le sont, mais seulement pendant un certain laps de temps, puis ils ne vous laissent plus rien faire lorsque ce temps est écoulé. Évidemment, comme je le dis toujours, quand une bonne astuce fonctionne, il faut l'utiliser au maximum. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce système de la bassine sur les petits chiens, les chiens de taille moyenne aussi, ça dépend de la taille de votre bassine et la vitesse à laquelle vous arrivez à la remplir.
Ça vous permet de mieux surveiller la température, de mieux surveiller le taux de dilution shampoing-eau et de prendre le pH avec le mélange, de mouiller le chien plus vite, de le shampouiner plus vite, et donc ça vous fait gagner un temps incroyable sur votre toilettage. Donc c'est une astuce que l'on peut utiliser. Alors bien sûr sur les grands chiens on ne peut pas se permettre pour tous les grands chiens de faire ça parce que ça prendra un temps fou déjà de remplir la baignoire. Peut-être pour certains problèmes de peau à gérer, on pourrait du coup prendre le temps de le faire, mais seulement si c'était extrêmement nécessaire. On verra ça plus tard. Donc, quelle est l'influence de la pression de l'eau sur la peau et le poil? Alors, la pression de l'eau peut avoir une grande influence sur la santé de la peau et du poil parce que elle peut être parfois beaucoup trop forte. Ça provoque en fait des chocs sur la peau. Alors même si ce ne sont pas des chocs qui vont peut-être causer, on va dire, des bleus, ça peut être des chocs par contre qui vont notamment avoir une influence sur la vascularisation de la peau, créer des vasoconstrictions, c'est-à-dire resserrer les vaisseaux sanguins de la peau et donc provoquer par exemple une mauvaise repousse ou une repousse plus moche du poil. Provoquer également l'expulsion beaucoup trop précoce de certains poils de leurs follicules et donc faire perdre en densité, peut-être qui ne serait pas souhaité, les pelages. Donc du coup, il est important d'utiliser une pression modérée quand c'est possible, voire pas de pression du tout, quand on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Et donc, si vous devez utiliser une eau sous pression, ça doit l'être pour une bonne raison. À titre exceptionnel et avec les précautions qui s'imposent, s'assurer déjà que la peau n'est pas sensible, que l'animal n'y est pas sensible aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas effrayé ou incommodé par le procédé. Et quand bien même vous auriez l'obligation, ou plutôt l'envie de le faire pour obtenir un certain résultat, pensez toujours qu'il y a toujours un fort risque d'endommager le pelage ou la repousse du pelage. Donc, rappelons-nous que pour rester en bonne santé, la peau et le poil doivent être manipulés avec délicatesse. L'un des principes du data, peu importe ce que l'on parle du bain, du séchage, du brossage, etc., on utilise toujours la méthode la plus douce possible par rapport au résultat que l'on veut obtenir. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours être tout doux, tout chamallow. On doit être le plus doux possible par rapport au résultat que l'on veut obtenir. Ça veut dire que parfois, on est moins doux. Voilà. Mais c'est seulement si cela est nécessaire. Si on peut obtenir le même résultat avec une technique moins abrasive, on utilise une technique moins abrasive. Voilà. Ensuite, et là on commence à aborder l'un des principes fondamentaux du data, la direction de l'eau. Lorsque par exemple vous toilettez un caniche et que vous préparez ce caniche, imaginons pour une coupe ciseaux, bien souvent, pour ne pas dire toujours si vous n'êtes pas déjà un adepte du data, vous vous focalisez sur la partie brushing, qui intervient d'ailleurs souvent bien après, et le brushing vraiment de préparation au ciseau va intervenir alors que le processus de séchage est déjà bien enclenché depuis un certain temps. Lorsque l'on parle de la méthode data, pour pouvoir obtenir un excellent résultat, il faut comprendre comment fonctionne le poil. Et vous vous rappelez de ce qu'on a dit, un poil, il est mobile dans le follicule. Et il est d'autant plus mobile lorsque la peau est mouillée ou lorsque la peau est shampouinée parce qu'elle est ramollie par l'eau et par les produits. Et par conséquent, le follicule est ramolli, l'épiderme est ramolli. Et donc, le poil est encore plus malléable, si j'ose dire, d'un follicule. Donc, le principe du data est très simple. L'un des principes du data est très simple, c'est
peu importe à quel stade du toilettage vous êtes, vous devez toujours orienter le poil dans la direction où vous voulez qu'il aille à la fin. Donc, si on parle donc de la direction de l'eau, on va voir dans le sens de pouce du poil, on va voir dans quel sens on veut qu'il se tienne, et on va diriger notre jet d'eau dès le début. Dès le début, on va diriger notre jet d'eau dans le sens qu'il faut. C'est-à-dire, si j'ai un poil frisé qui doit se tenir en l'air, comme le caniche, eh bien je ne vais pas mouiller mon chien en partant du haut et en laissant couler l'eau vers le bas. Je vais orienter mon jet sous le poil et je vais, avec le jet, remonter, 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 remonter. De cette manière, je vais discipliner le poil et l'entraîner à se tenir dès le début, dès que je commence à ramollir la peau. Donc, si j'ai un poil tombant, comme un shih tzu, un lassin, un york, etc., etc., là, je vais saturer le poil, le pelage d'eau par l'extérieur, par le haut, et je vais la laisser couler dans le sens du poil, le long du pelage, pour que, en fait, dès le début, je dise au poil, il faut que tu tombes, il faut que tu ailles en bas, il faut que tu ailles en bas, il faut que tu ailles en bas. Donc, pour les races qui ont des pelages mixtes, des pelages très serrés, des pelages qui vont d'un sens d'un autre, eh bien en fait, je vais travailler avec le poil. Je vais poser mon jet en fonction de chaque partie du corps et en fonction des différents sens dans lesquels le poil doit aller. Donc si par exemple j'ai des franges aux pattes, eh bien les franges doivent se tenir à 90 degrés par rapport à la patte, donc redressées. Et bien là, à l'horizontale, je vais travailler par en dessous. Alors que les franges du ventre doivent se tenir bien droites, bien verticales, je vais les saturer d'eau et les laisser tomber. Donc en fonction de la partie du corps que j'ai à travailler et de l'orientation du poil que je veux obtenir, je vais avoir dès le début à travailler dans le sens que je veux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient un bon volume, c'est comme ça qu'on obtient un bon plat, c'est comme ça un bon plombant, etc., etc. En travaillant comme ça, vous disciplinez le poil avec des techniques douces dès le début, et donc à aucun stade, vous n'aurez besoin de forcer. Vous n'aurez pas besoin d'un outil abrasif, par exemple au niveau du brushing, notamment vous n'aurez pas besoin de votre carde. Donc ça, c'était l'eau. Le pH, la température, la direction, la pression, etc. Si vous avez des questions, allez-y. On va changer de chapitre. Et on va discuter ensuite des effets de l'air sur la peau et le poil. Alors, après, donc, comme je vous l'ai dit, on va parler des produits de toilettage après. C'est un sujet que je développe un peu plus et j'ai un peu tendance à me disperser parce que je fais des liens avec la cosméto et j'ai souvent des questions qui me font bifurquer. Donc je parle pour l'instant du séchage, je reviendrai sur les produits chimiques dans un autre chapitre. Donc voyons maintenant les effets de l'air sur la peau et sur le poil. Donc après le bain, on sèche l'animal et il existe plusieurs méthodes de séchage. Comment déterminer là ou lesquelles utiliser et est-ce qu'il y a de mauvaises méthodes de séchage dermatologiquement parlant. Alors, encore une fois, petite parenthèse pour le chat, spécificité liée au chat, la méthode idéale pour sécher un chat, c'est au pulseur, avec un flux d'air qui n'est pas trop fort et qui a une température ambiante. Aucune chaleur. Jamais l'air ne doit être chaud ou même tiède, au risque de brûler assez gravement et rapidement la peau, surtout si vous restez au même endroit très longtemps, puisque ils ont quand même une peau qui fait en moyenne un épiderme qui fait en moyenne 0,25 micromètres, donc un quart de millimètre d'épaisseur, c'est tout fin et c'est très très vite asséché et c'est très très vite irrité ou brûlé. Donc on ne sèche pas à l'air chaud ou tiède, on sèche à l'air tempéré, ambiant. Voilà. Et évidemment, dans le toilettage du chat, cette phase sert au démêlage, le pulseur aidant à faire circuler les nœuds. On peut s'aider éventuellement des dents d'un peigne pour faire glisser les nœuds avec le pulseur. Et à mesure que l'on
pulse les nœuds, on peigne pour vérifier qu'il n'y en a plus ou aider à faire descendre. Voilà. Donc, ça c'était la parenthèse chat. Maintenant, les différentes méthodes de séchage pour le chien. Alors, il existe évidemment plusieurs méthodes de séchage. On va les revoir vite fait parce que vous les connaissez déjà, pour la plupart. Donc, lorsqu'on choisit une méthode de séchage, là encore, on doit se poser des questions. En tant que scientifique, en tant que technicien toiletteur, en tant que toiletteur data, on se pose d'abord la question de l'individualité, c'est-à-dire quelle méthode correspond à tel animal, à chaque animal. Une méthode, par exemple, pourra tout à fait psychologiquement être parfaitement supportée par un animal, mais pas par un autre. Elle pourra être supportée dermatologiquement par un animal, mais pas par un autre. La peau étant, par exemple, trop sensible pour un tel ou tel individu, et il ne supporterait pas telle ou telle pression, telle ou telle chaleur, etc. Donc, si vous deviez utiliser des températures, il est évident que vous devez d'abord vérifier la réaction de la peau pendant le séchage et peut-être parfois malheureusement après. Donc ça, c'est des choses que vous devez noter dans votre fiche client, fiche de suivi, de manière à ne pas réitérer la même erreur la fois d'après. Si on se rend compte qu'une méthode de séchage, par exemple, assèche beaucoup trop et que cela provoque des démangeaisons ensuite chez l'animal parce qu'il a la peau trop asséchée, il est évident qu'on doit changer de méthode la fois d'après. Voilà. Est-ce que la peau devient rouge lorsque on utilise telle ou telle méthode? Donc, en gros, et dans quel état est la peau? Avant que je commence, je regarde l'état de la peau et là, je me dis, est-ce que cette méthode est adaptée à cet état ou pas? Donc, on va s'adapter quand on sèche à chaque animal. Donc, généralement, dans les méthodes que vous utilisez le plus souvent en salon, en premier lieu, il y a séchoir répulseur, hein, c'est le palmarès, hein, c'est le top 1. Certains d'entre vous utilisent le séchoir à main aussi des fois. Certains utilisent la cabine de séchage. Alors, dermatologiquement, la première méthode de séchage, celle qui doit venir en haut de l'échelle, donc il y a l'échelle de séchage aussi sur le data. La première, c'est-à-dire celle qui est la moins abrasive, la plus sécurisée, la plus saine, on va dire, pour la peau et le poil, hein, d'un point de vue data, c'est l'air ambiant. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire, je ne touche pas l'animal, je ne le sèche pas avec un appareil. Je le laisse sécher tout seul à l'air. Alors, c'est une méthode qui est totalement non abrasive, zéro abrasion. C'est une méthode qui est très économique parce qu'elle coûte 0 centime. Elle n'a absolument aucun impact négatif sur la peau, aucun impact négatif sur le poil et aucun impact négatif sur l'environnement puisque vous n'utilisez pas d'électricité. Alors, évidemment, ce n'est pas la méthode que l'on peut utiliser lorsque l'on a un brushing à faire ou lorsqu'on a un lissage à faire. Donc, c'est une méthode que l'on va utiliser quand on peut laisser l'animal tel qu'il est une fois qu'on a placé le poil mouillé et qu'on voit qu'il est bien et qu'on peut le laisser comme ça, on va le laisser sécher. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut prendre l'animal tout mouillé à la sortie du bain, le poser quelque part et attendre qu'il essore. Là, le séchage à l'air ambiant implique évidemment un excellent pré-séchage qui va passer notamment par exemple, l'utilisation de serviettes ultra absorbantes. De ce type, par exemple. Donc, ce sont des tissus. Alors, ce sont des tissus qui existent maintenant chez les fournisseurs, chez vos fournisseurs habituels. Notamment, je crois en avoir vu passer de visu chez Vivog, par exemple. Mais elles sont limitées en taille. Vous pouvez tout à fait les avoir dans les magasins de sport au rayon natation. Hein, ce sont des serviettes en microfibre en fait, elles sont très fines, mais elles absorbent énormément d'eau. Elles sèchent très vite, elles sont faciles à nettoyer et elles viennent dans des tailles
humaine. Ce qui fait que quand par exemple vous avez un grand chien, bah, c'est super. Mais même quand vous avez un petit chien, parce que vous n'avez pas besoin de prendre 50 serviettes, vous changez simplement de coin de serviette jusqu'à ce que ce soit tout absorbé. Donc ça fait partie de l'un des outils de pré-séchage. Une fois que l'animal est bien pré-séché, là, on peut le mettre à sécher à l'air ambiant à partir du moment où la température ambiante est suffisante. S'il fait trop froid dans votre salon, évidemment, ça n'est pas adapté. S'il fait trop froid dans votre salon, il faut absolument sécher l'animal le plus vite possible. Et là, par conséquent, vous devrez utiliser un appareil. Ensuite, donc après l'air ambiant, on peut parler d'une deuxième méthode de séchage qui est la cabine séchante. Alors la cabine séchante, c'est un petit peu particulier parce que lorsque l'on décide de devenir un toiletteur data, la cabine séchante est interdite. En fait, je suis assez flexible en ce qui me concerne. Je suis assez ouverte à beaucoup de méthodes et de techniques, etc. Il y a juste deux choses, dermatologiquement et professionnellement, que j'accepte pas dans le cadre de la méthode data. C'est la cabine séchante et les râteaux de démêlage. Pourquoi la cabine séchante est pour moi inutile, voire même d'ailleurs dangereuse? C'est la plus risquée en fait des méthodes de séchage en termes de santé et de sécurité de l'animal, et c'est la moins efficace en termes de résultats de toilettage. Or, la méthode data, elle est quand même là. Alors, elle est là d'abord pour respecter la peau et le bien-être de l'animal. Elle est aussi là pour respecter le bien-être du toiletteur. Mais elle est aussi là pour combiner tout cela avec un excellent résultat. Parce qu'un bon professionnel doit avoir du résultat. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Si vous rendez un chien moche à votre client, ça ne va pas remplir votre porte-monnaie. Donc, la cabine séchante n'a pas d'avantage au niveau bien-être animal et elle n'a pas d'avantage au niveau résultat du toilettage. Alors quand je dis cabine séchante, je parle de deux techniques différentes. Je parle de ces cabines, vraiment de ces boîtes en bois avec porte plexi ouvert qui sont totalement fermées. Je parle aussi de ces techniques, alors ça c'est une technique qu'on utilise plus généralement aux États-Unis, d'avoir une cage, tout simplement, comme une cage de transport ou une cage d'attente, où l'on va accrocher au barreau le nez du pulseur ou du séchoir, et où on laisse généralement le séchoir, et où on laisse à l'air chaud en plus l'animal sécher comme ça. Donc, dans une cabine ou dans la cage, vous n'avez aucun contrôle sur la direction du flux d'air. Et donc, lorsque le poil va sécher, il va se placer n'importe comment. Donc, c'est totalement contraire au principe fondamental du data où on demande justement de placer le poil sans arrêt tout au long du processus de toilettage. En ce qui concerne les cabines, elles ont en plus fréquemment la fâcheuse habitude de créer un environnement qui va être beaucoup trop chaud pour l'animal et qui peut entraîner ce qu'on appelle un épuisement par la chaleur, qui pourrait aller jusqu'au coup de chaleur et provoquer la mort, ce qui est déjà arrivé assez fréquemment, notamment aux États-Unis où on utilise très peu maintenant ces cabines parce qu'elles ont très mauvaise réputation suite à de nombreux accidents qui ont eu lieu chez les toiletteurs. Et autre point négatif, donc peu importe le type de cabine séchante qu'on utilise, là on est dans un cas de figure où, pour éviter le coup de chaleur, on doit surveiller l'animal sans arrêt. Or, où est l'intérêt d'avoir une cabine séchante qui coûte une blinde, soit dit en passant, pour soi-disant gagner du temps pour pouvoir s'occuper d'un autre animal pendant que le précédent sèche tranquillement, alors qu'en fait vous ne pouvez pas parce que vous devez le monitorer, vous devez le surveiller. Donc ça contredit un peu l'utilité première de la cabine séchante, puisque vous ne devez jamais laisser l'animal tout seul dans la cabine. Donc, en ce qui concerne également ce nez de pulseur ou de séchoir que l'on clipse à la grille, eh bien très souvent les animaux, notamment les chats, vont être attirés par cette chaleur. Je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'ils sont attirés qu'elle est bonne pour eux, c'est comme la cocaïne. Et ils vont venir se
carrément se coller le dos, généralement, sur le nez, complètement bouchant l'arrivée d'air et provoquant une surchauffe du moteur qui va donc créer une surchauffe de l'air qui sort et créant possiblement, surtout chez les chats, des brûlures, assèchement cutané, etc. ou irritation. Donc c'est un outil qui, si on se place du point de vue du data, n'a pas d'avantage et n'a que des inconvénients. Donc c'est un outil que normalement on écarte. Je développerai quand même un peu après, si jamais certains d'entre vous veulent toujours l'utiliser parce qu'ils en ont, qui n'ont jamais eu de problème avec, que ça fait 25 ans qu'ils l'utilisent et que c'est toujours bon. Donc je développerai quand même le sujet un peu après, pour ceux qui veulent l'utiliser, mais qui souhaitent apprendre à l'utiliser en toute sécurité. Donc le pulseur, ensuite. Le pulseur est un autre moyen de toilettage, de séchage, pardon. Donc alors, dans la préhistoire du pulseur, à l'époque où nous avions tous encore des couches culottes et des râteaux de démêlage, le pulseur, quand il a été inventé, n'était que de l'air ambiant. Il n'y avait pas d'air chaud qui sortait du pulseur. Maintenant, on en a plein. On en a qui sont réglables en pression d'air, ce qui est génial. On en a qui sont réglables en température, ce qui est génial aussi, même si souvent les températures vont beaucoup trop haut. Mais puisque c'est réglable, à partir du moment où on sait ce qu'on fait, ça n'a pas trop d'importance. Utilisés correctement, ils vont enlever énormément d'excédents d'eau du pelage, ce qui est génial pour le pré-séchage. Ils vont aider à desserrer, ils vont aider à défriser, à enlever le poil mort. Mais sous couvert qu'ils soient utilisés correctement, parce qu'évidemment, lorsqu'on utilise trop fort ou trop longtemps, il y a un risque d'enlever trop de poils et notamment d'arracher, si j'ose dire, des poils qui sont quand même en phase cellogène, mais qui ne sont pas censés sortir tout de suite. Et donc où l'on doit attendre encore très longtemps une phase anagène qui s'enclenche. Ce qui peut ne pas être un inconvénient lorsque, par exemple, on fait ce qu'on appelle un traitement mu. On parlera du traitement mu aussi un peu plus tard. Donc, il faut savoir doser correctement en fonction de la peau que l'on a en face, en fonction du problème que l'on a à gérer s'il y en a un, et en fonction du résultat que l'on veut obtenir ou que le client souhaite que l'on obtienne. Donc, c'est un outil de séchage très très efficace, même lorsqu'il est réglé sur un débit d'air moins puissant, hein, il reste très très efficace quand on a un bon outil, et il va permettre de brosser et de peigner en évitant de trop sécher la peau, puisqu'il n'y a pas de température. Le data, c'est aussi le bien-être du toiletteur, le bien-être et sa santé. Le pulseur, c'est tout de même l'un des outils qui est l'une des premières causes des problèmes d'audition chez les toiletteurs. Donc il y a énormément de toiletteurs qui ont des problèmes d'audition, hein. Je vous renvoie à mon rapport sur la santé des toiletteurs que vous pouvez trouver sur mon compte ou sur mon site internet. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas, je vous le transmets. Donc énormément de toiletteurs souffrent de problèmes d'audition et c'est parce que, évidemment, énormément de pulseurs sont très forts, notamment 85-95 décibels. Il faut savoir déjà qu'à partir de 45, ça provoque un inconfort. Et un inconfort, d'autant plus lorsque l'appareil est utilisé en continu pendant des heures. Chaque jour, combien d'heures utilisez-vous votre pulseur sur la journée 20, 25, 30% du temps peut-être, plus, ça dépend comment vous séchez, ça dépend quels animaux vous avez, ça peut être 50% du temps, ça peut être 20%, mais vous utilisez pendant plusieurs heures, par jour, par semaine, par mois, par an, votre pulseur, et donc cela crée d'abord un inconfort, puis des problèmes auditifs. Donc, c'est pour ça que je suis une fervente admiratrice et défenseuse des pulseurs qui sont réglables, puisque, évidemment, lorsqu'on va les mettre sur des faibles vitesses, ils vont faire beaucoup moins de bruit et ce sera beaucoup plus agréable. Je vous invite également à porter un casque anti-bruit ou des bouchons ou peu importe, de manière à ce que vous puissiez préserver vos oreilles. Hein, vous allez travailler des années avec ces pulseurs dans les oreilles. Ne croyez pas que parce que vous l'éteignez une heure et que vous recommencez plus tard, ça soulage vos oreilles. En fait, tout ne fait que s'accumuler au fur et à mesure. Donc,
dans la sécurité liée au toilettage de la méthode DATA, le casque est l'un des éléments de sécurité que l'on préconise. Hein. Sachant que un toiletteur devrait être équipé d'abord comme un laborantin, c'est-à-dire une blouse de laboratoire avec les manches longues, des gants, une protection au niveau des voies respiratoires, donc un masque, une protection au niveau des yeux, donc les lunettes anti-projection, et, si possible, un casque anti-bruit. Voilà. Et toutes ces recommandations, hein, là chacun fait comme il veut, chacun se protège comme il en a envie, comme il le ressent, tous ces conseils de protection ont des justifications scientifiques. Là, ici, cette justification étant pour le casque, que eh bien, le métier de toiletteur avec le pulseur, en deuxième lieu avec la tondeuse, aussi certaines tondeuses sont très bruyantes et vous en servez longtemps, eh bien, vous avez besoin de protéger votre ouïe, vous avez besoin de protéger vos oreilles. Donc, le DATA préconise le port d'un casque ou de bouchons anti-bruit, sachant que vous pouvez aussi avoir des casques Bluetooth. Donc le casque empêche les bruits extérieurs d'entrer ou filtre certains bruits. Donc vous entendez un peu mais pas tout, hein, ça filtre les décibels, il y a certains bouchons comme ça. Et en même temps, ils sont Bluetooth, donc vous pouvez recevoir vos appels et répondre dans le casque. Hein. Il y a plein de technologies différentes. En fonction de vos habitudes de travail, en fonction de ce que vous voulez entendre ou ne pas entendre autour de vous, vous pouvez tout à fait trouver un casque idéal à prix plus ou moins élevé ou pas élevé, à vous de voir. Voilà, de simples boules caisses pour commencer si vous voulez, mais il est très important que vous préserviez votre santé. C'est un métier qui est très demandeur, hein, sur le plan physique, psychologique aussi, mais aussi physique d'abord. Donc, il faut le préserver. Plus vous préservez votre corps, plus vous pourrez exercer votre passion longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, votre corps va dire non. Alors, peut-être pas au niveau de l'ouïe, on peut tout à fait continuer de toiletter même quand on est sourde comme un pot, mais d'autres problèmes qu'on va voir au fur et à mesure font que vous serez obligé d'abandonner. Donc, pulseur, suite séchoir. Alors, le séchoir, un peu le même principe, si ce n'est que le séchoir, lui, eh bien maintenant, enfin, le séchoir envoie de l'air chaud. Alors maintenant, on a des séchoirs pulseurs. Hein, les séchoirs pulseurs, donc ils font tout. Ils font le froid, le chaud. Ils ont 1 ou 2 moteurs, donc ils sont encore plus brillants. Mais ils sont encore plus puissants. Sachant qu'il est très rare d'avoir besoin d'un pulseur à grande puissance. Comme je vous le disais, quand on a besoin de sécher uniquement, la puissance la plus faible suffit. Donc, utilisés correctement, ils vont vous permettre de bien lisser ou de bien donner du volume. Hein, les séchoirs, mieux vaut les privilégier sur pied quand on peut, ça évite d'avoir du poids, ça permet de les déplacer plus facilement, surtout quand on doit s'en servir pour de grandes surfaces, donc surtout le chien. Par contre, le séchoir à main sur de petites surfaces est tout aussi efficace que le séchoir normal, ou bien aussi quand on est à domicile. Quand on est à domicile, le séchoir à main est pratique, mais il faut un séchoir à main qui puisse donner de l'air ambiant. Voilà. Donc, pensez que la chaleur du séchoir peut endommager la peau et le poil, déshydrater, créer des irritations, des inflammations, etc. etc. Donc, à utiliser évidemment, mais toujours avec précaution. Donc, comment choisir la meilleure méthode de séchage? Eh bien, ça dépend de chaque animal. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez privilégier le bien-être ou est-ce que vous voulez privilégier un résultat précis? Sachant que le résultat précis, si c'est un toilettage, on va dire, de type naturel, c'est-à-dire juste obtenir le chien dans l'état final où la nature le ferait s'il était parfaitement propre, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien dans ce cas-là, les deux s'accordent parfaitement. Si vous suivez la méthode DATA à la lettre, à la fin, vous avez en toilettage, vous avez un chien parfaitement toiletté au naturel. C'est-à-dire qu'il est propre, son poil est dans le sens exact où il devrait être,
il est parfaitement démêlé, etc. Et il a l'air de ce qu'il est censé avoir l'air dans la nature propre. Par contre, il y a certaines races où effectivement ce ne sont pas des toilettages naturels parce qu'on veut faire des coupes ciseaux, parce qu'on veut tondre les toisons, etc., etc. On veut obtenir certains résultats, on veut peut-être colorer aussi. Donc là, on doit adapter en fonction des techniques que l'on va utiliser et du résultat que l'on veut obtenir. Donc, si jamais vous voulez, si votre optique c'est de toiletter en gardant à l'esprit le respect total de la peau et du poil, sans vous préoccuper de la coupe ciseaux ou d'un quelconque brushing à la fin parce qu'il n'y en aura pas besoin par exemple, dans ce cas-là, la méthode la plus naturelle et qui vous donnera le meilleur résultat, c'est l'air ambiant. En fonction de l'état de l'animal, cependant, si la peau vous le permet, si l'état d'animal vous le permet, eh bien vous pouvez utiliser une autre méthode et en utilisant le moins de pression possible, le moins de chaleur possible en fonction du résultat qu'on va obtenir. Évidemment, avant d'utiliser de la chaleur ou de la pression, il faut vérifier l'état de la peau. On verra après comment vérifier l'état de la peau correctement. Et en fonction de cela, on va choisir la méthode de séchage qu'on veut. Donc, comment choisir en fonction de l'état de santé de la peau et du poil? Donc, on l'a déjà vu, si on a un poil et une peau en bonne santé et qui sont normaux d'aspect, alors là, je dirais, on peut utiliser quasiment tout ce qu'on veut à partir du moment où on utilise la méthode la plus douce possible. Généralement, donc ce sera de l'air frais à tiède avec une pression d'air modérée. Il y a généralement, à part quand on fait un traitement mu, on n'a quasiment jamais besoin d'avoir une pression de malade sur le pulseur ou le séchoir. Donc, si vous utilisez une méthode trop agressive sur un poil et une peau en bonne santé, au bout d'un moment, vous risquez de créer un problème. Notamment un assèchement continu du poil et de toilettage en toilettage, tout spécialement si l'animal vient souvent vous voir, eh bien vous allez avoir un assèchement du pelage et vous allez avoir une mauvaise repousse, etc. etc. Donc vous allez avoir en réalité un chien qui devient de moins en moins beau au fil des toilettages, un résultat qui est de plus en plus mauvais au fil du toilettage. Donc à partir du moment où vous n'avez pas besoin de pression, vous n'avez pas besoin de chaleur, vous ne l'utilisez pas. Si vous avez un poil et une peau qui sont secs, et ou alors une peau irritée ou inflammée, dans ce cas-là, il faut utiliser uniquement un air frais, avec une vitesse modérée ou pas de vitesse du tout. Dans l'hypothèse où vous avez une peau vraiment très sèche, très irritée, avec inflammation, etc., etc., donc une peau vraiment endommagée, peu importe le cas de figure, mieux vaut uniquement vous orienter vers le séchage à l'air ambiant comme méthode de séchage, c'est-à-dire rien. Voilà, un bon pré-séchage, puis on laisse l'animal sécher. Ça permet de ne pas toucher la peau et donc de ne rien aggraver. Le séchage à chaud, voire à très chaud, tout ce que ça va faire sur une peau sèche ou une peau irritée ou une peau inflammée ou une peau endommagée, c'est que ça va entraîner une aggravation de la condition de sécheresse cutanée. Ça va détruire encore plus le peu de barrière lipidique qui restait encore sur cette peau. Et donc, là, on fait entrer la peau dans un cercle vicieux et dans une aggravation de la condition. Donc, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a un poil qui est fin et cassant, alors là, il faut éviter toute chaleur et toute pression d'air trop importante. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter de faire voler le poil partout et il faut éviter de le chauffer. Parce que plus vous allez le chauffer, plus vous allez le remuer, étant donné qu'il est très fragile, il faut le manipuler avec douceur, et bien, plus vous allez faire ça, plus vous allez l'abîmer, plus vous allez le casser. Donc, pour ce type de poil, et quand votre objectif c'est de gérer ce problème, eh bien alors l'air ambiant reste la meilleure méthode de séchage. Si vous devez utiliser un pulseur, vous devez vous assurer que l'air est frais, à la rigueur tiède, et que vous allez régler le débit d'air au minimum si c'est possible. Et dans l'hypothèse où, en fonction du type de poil ou du résultat que vous voulez obtenir, il serait judicieux de protéger les zones que vous n'êtes pas en train de sécher
avec des serviettes ultra absorbantes. De cette manière, vous allez réduire votre temps de séchage parce que le temps que vous travaillez sur une zone, la serviette ultra absorbante va commencer le travail pour vous. Elle va commencer à absorber de l'eau et à sécher le poil. Et en même temps, le poil qui n'est pas en train d'être travaillé par le séchoir ne risque pas de voler dans tous les coins parce qu'il est poussé par l'air sur les côtés et donc de se casser encore plus. Voilà. On reverra juste après dans ce chapitre le séchage à double serviette que je vous expliquerai un peu plus en détail. Lorsqu'on a une peau et un poil gras, mais qui ne vont présenter aucune trace de sécheresse ou d'inflammation, parce qu'on peut tout à fait avoir, on va le voir après, on peut tout à fait avoir une peau grasse, mais qui est sèche. Donc si on a une peau et un poil gras sans trace de sécheresse ou d'inflammation, alors là, on peut tout à fait utiliser un air chaud, toujours avec la vitesse la plus modérée possible, pour aider à faire fondre la graisse qui va être présente en excès sur la peau et le poil. Et évidemment, on ne va pas utiliser cet air chaud tout au long du séchage. On va revenir à la fin à une température normale, tempérée, pour ne pas laisser la peau, si j'ose dire, en surchauffe. S'il y a des lésions cutanées, si l'on constate des lésions, des blessures, des croûtes, des boutons, etc., etc., alors on va plutôt privilégier l'air tiède avec la vitesse la moins forte possible sur les zones concernées. On peut toujours travailler sur le reste du chien gras avec de l'air chaud pour commencer, mais les zones qui sont endommagées, ce sont des zones localisées. Alors là, on va évidemment, sur ces zones-là, on va éviter d'aller y mettre l'air chaud, quitte à même à protéger encore une fois avec la serviette ultra absorbante pour protéger la zone que l'on ne veut pas toucher avec l'air chaud. Donc, peau ou poil endommagé, inflammation, coupure, bleu, lésion, etc., etc. Poil cassant, poil fragile, poil fin, on doit toujours prendre le plus de précautions possible pour éviter tout simplement d'aggraver le problème ou de ne pas le résoudre. Donc après, il s'agit d'évaluer l'importance du dommage. Est-ce que c'est un problème généralisé? Est-ce que c'est un problème localisé? Donc est-ce que ça me permet de toujours continuer à travailler normalement sur tout le reste du chien, ou est-ce que je dois prendre mes précautions sur tout l'animal? Est-ce que c'est à un stade avancé? Est-ce que c'est bénin, modéré, grave? Est-ce que cela semble être une réaction allergique ou non à ce que j'ai fait, à ce que j'ai mis sur l'animal? Donc vous devez choisir, quoi qu'il en soit, la méthode la moins invasive possible. Et pour les cas modérés à sérieux, privilégiez l'air ambiant. N'utilisez jamais une méthode, tout simplement, de séchage qui serait trop agressive et qui risquerait de faire aggraver une situation. Alors, si vous avez des doutes, utilisez l'air ambiant. Si vous avez aussi affaire à des cas vraiment trop sérieux, est-ce que l'animal a vu un vétérinaire d'abord? Est-ce que vous avez eu les conseils du vétérinaire? Est-ce que l'animal a besoin d'un traitement? Si vraiment vous pensez que l'animal ne peut pas être géré par le toiletteur, en tout cas pas pour le moment parce qu'il n'a pas vu de vétérinaire, mieux vaudrait conseiller à vos clients, lorsque c'est vraiment trop grave, d'aller chez le vétérinaire. Beaucoup de gens ont tendance à croire qu'une visite chez le toiletteur leur épargnera la dépense du vétérinaire parce que le toiletteur va réduire les symptômes, va gérer la chose. Pour le bien de l'animal, mieux vaut le refuser. Alors, évidemment, souvent, c'est difficile de dire aux gens, mais il faut l'emmener chez le toiletteur. Vous n'êtes pas leurs parents, vous êtes un prestataire de service, ce sont eux les clients. Ils vont avoir souvent du mal à recevoir du conseil sous la forme d'injonction ou d'ordre. Donc, mieux vaut la jouer cool, psychologique, en disant par exemple, vous savez, si c'était mon chien, je crois que je l'emmènerais au vétérinaire tout de suite. Voilà, vous ne leur avez pas dit qu'il fallait emmener leur chien chez le vétérinaire. Vous avez parlé de votre chien. Et là,
bien souvent, ça les fait réfléchir. Alors, il y en a des jours qui ne veulent pas y aller au vétérinaire parce qu'ils ne veulent pas payer, ou voilà, ou parce qu'ils considèrent que non, le chien peut vivre avec ça, et puis il va se débrouiller, et puis il se plaint pas, c'est qu'il a pas mal. Bon, mais psychologiquement, vous attendrez plus de monde de cette manière en disant, voilà, si c'était mon chien, ou une formule équivalente, moi je pense que je l'emmènerais chez le vétérinaire tout de suite, hein, j'en suis même sûre. Je l'aurais emmené tout de suite, j'aurais pas attendu. Voilà. Donc ça la fera se sentir un petit peu coupable, ça leur fera pas de mal. Et ils iront peut-être voir le veto, et là, vous aurez des directives. Moi, je ne conseille pas non plus de toiletter un animal qui est en phase, qui est en période de douleur. Un animal qui a mal, il n'associe pas la douleur à son problème, au problème qui fait qu'il a mal. Si, quand vous le toilettez, vous le touchez et que ça lui fait mal parce qu'il a un problème, il ne va pas dire « Oh, j'ai un problème, donc comme elle me touche, ça fait mal ». Il va juste aller il va juste réduire la réflexion à « Elle me touche, ça fait mal ». Donc, vous risquez de créer un traumatisme par rapport au toilettage ou un refus qui fait que même lorsqu'il aura plus mal, eh bien l'animal associera toujours le fait que vous l'ayez touché à cette douleur. Donc, mieux vaut toiletter un animal lorsque la douleur n'est plus là. Le vétérinaire doit intervenir avant vous, donner ce qu'il faut pour que la douleur se calme, puis là, dans les meilleures conditions possibles donc, on peut toiletter l'animal, en prenant en considération son problème, etc., mais au moins en ne lui faisant pas mal. Vous avez tout à fait le droit de refuser un animal. Vous avez le droit de dire non. C'est beaucoup plus professionnel de dire non lorsqu'on sait que l'on ne peut pas ou que l'on ne doit pas, que de dire oui parce qu'on refuse de dire, parce qu'on n'ose pas dire non au client, alors qu'on sait parfaitement qu'il va y avoir un problème, on ne va pas réussir à faire son travail correctement, ou même on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout du travail. Donc si vous savez déjà que vous ne pouvez pas le faire, que l'animal ne peut pas être toiletté, qu'il ne va pas l'accepter, qu'il ne va pas le supporter, que ça va lui faire trop mal, mieux vaut éviter. Et avancez vos arguments à votre client. Par exemple, si je le toilette dans cet état-là, je risque de lui faire mal, je risque de le traumatiser. Mieux vaut gérer sa douleur d'abord, puis ensuite le toiletter. Le fait qu'il soit propre et qu'il sente bon, ça vient après sa santé. Voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas capable non plus de le faire, je ne peux pas gérer ce problème. Voilà. Je ne peux pas gérer ce problème, je ne sais pas comment y faire face pendant le toilettage. Donc, je préfère vous orienter soit chez un vétérinaire, soit peut-être chez une collègue qui, elle, de ce que je sais, est capable de gérer le problème de votre animal. Ça peut être un problème de peau, parce que là, on parle de problème dermatologique, mais ça peut tout à fait être un problème de comportement. Hein, on peut avoir des comportements que l'on ne sait pas gérer. On n'est pas tous comportementalistes. Et même lorsqu'on est comportementaliste, on ne peut pas gérer toutes les situations, ou on a des situations que l'on préfère et d'autres que l'on veut éviter. Eh bien, si on sait qu'autour de nous, on a une collègue ou un collègue qui peut tout à fait gérer certains types de comportements, eh bien, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à refuser et le dire. Le dire, voilà, je ne suis pas la toiletteuse qui convient, je ne peux pas gérer ce problème pour votre animal, donc je mets l'animal, je me mets en danger, ou je mets l'animal, ou tout simplement, je ne donnerai pas le résultat que vous attendez, donc je préfère vous envoyer ailleurs. Voilà, ou peut-être aller requérir les conseils d'un vétérinaire ou d'un éducateur, nanana, avant. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte à refuser, au contraire, c'est très professionnel. Lorsqu'on le refuse pour les bonnes raisons, eh bien, il n'y a pas de honte à cela et on peut dire non. Voilà. Alors, quand il n'y a pas de problème de peau, du tout, pas de problème de poil, donc on a un animal normal, dans le sens santé, en santé, pour choisir la meilleure méthode de séchage, eh bien, c'est en fonction du résultat qu'on veut. Plus on veut brocher, plus on veut lisser, etc., plus on aura de pression, de puissance, plus on aura de chaleur ou non. Pour les chiens croisés,
il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de standard. Donc, on les laisse avec ce que la nature leur a donné, normalement. Certains vont peut-être nécessiter des coupes ciseaux, etc. Donc, tout simplement, on ne va pas chercher à faire peut-être en fonction du croisé. Si c'est un croisé avec un beau poil de caniche, pourquoi pas. Mais à partir du moment où c'est un croisé, on va dire classique, donc généralement race télogène à poil simple ou à poil double, comme on appelle ça, même si on devrait appeler poil triple, mais bon, peu importe. Eh bien, on utilise les méthodes les moins abrasives possibles et on laisse la nature parler et on a le résultat qu'on a. Voilà. Lorsqu'on a des chiens de race, par contre, on a plus des impératifs. Déjà, on a des impératifs génétiques parce qu'ils ont un poil comme ci et c'est pas autrement. Et on a des impératifs de standard qui nous imposent une certaine apparence typique. Donc, il faudra utiliser les méthodes qui nous permettent d'atteindre ce résultat typique de la race. Donc, dans la plupart des cas, le résultat typique, c'est le résultat naturel. Mais pas dans la plupart des cas qu'on a en salon. Je parle dans la plupart des cas que l'on a si on prend en considération toutes les races qui existent. En salon, on a évidemment plus des races qui se travaillent au ciseau, qui se travaillent à la tondeuse. On a beaucoup de races anagènes. Donc, il va d'abord falloir, pour obtenir le résultat, il va falloir utiliser certaines méthodes spécifiques qu'on n'utilisera pas lorsqu'on veut simplement obtenir un résultat naturel. Donc, par exemple, on oublie l'air ambiant. Si je veux faire un beau brushing de caniche, un beau brushing de bichon, si je veux faire un beau tombant sur mon York ou sur mon Lhasa ou sur mon Shih Tzu, etc., ou si je veux faire un beau volume sur mon coton, j'oublie l'air ambiant. Et donc, imaginons par exemple que je vais préparer mon caniche pour une compétition de toilettage. Eh bien, si je veux le préparer, je dois le défriser, le brocher à l'extrême, parce que sinon, je n'obtiendrai pas le beau velours. Pour les compétitions de toilettage, je n'obtiendrai pas ce beau velours de la coupe ciseaux. Donc, évidemment, je ne fais cela que si le caniche, je le répète, dont j'ai pris en exemple, ne présente aucun problème de peau. S'il a une peau inflammée, irritée, etc., il n'y a pas de brushing extrême, il n'y a pas de chauffe extrême, il n'y a rien. Là, ce sera le plus naturel possible pour justement gérer le problème de peau d'abord. Mais dans le cas où il n'a pas de problème, eh bien, on va utiliser la méthode DATA, on va placer le poil, on va démêler, et on va utiliser la méthode qu'il faut pour obtenir le résultat. Alors, lorsque je fais mon caniche pour une compétition, je n'ai absolument pas besoin de le préparer tout au long de l'année. Le brushing extrême, je le fais uniquement la veille ou le matin de la compétition. Ce qui signifie que tout le reste du temps, quand le chien ne va pas en compétition, je vais utiliser la méthode DATA, sans technique spécifique de brushing, etc., de défrisage, etc., et je vais le laisser autant que possible sécher avec les méthodes les moins invasives possibles, et si possible l'air ambiant, et je vais le laisser friser à mort. Pourquoi ? Et je vais le conditionner à chaque fois. Je vais hydrater et nourrir le plus possible son poil, même s'il est lourd. Ça n'a pas d'importance. Il ne va pas en compétition demain. Mais par contre, qu'est-ce que cela va donner pour ma compétition ? Mon chien va avoir un poil de malade, en super santé. Et là, pour une fois, je vais pouvoir faire un brushing extrême, un dégraissage extrême, un brushing extrême, donc un dégraissage et un brushing extrême, pas de conditionnement pour une fois, parce que je le prépare pour une compétition et je veux que le poil soit le plus léger possible, parce que je veux qu'il se tienne. Or, le conditionnement ne fera que l'alourdir. Et là, j'aurai des conditions parfaites pour un beau travail au ciseau. Voilà. Mais le reste de l'année, je n'ai pas besoin de brocher mon caniche toutes les semaines, comme j'entends certaines ou certains qui préparent leur chien. Alors toutes les semaines on le rebroche, toutes les semaines on le rebroche. Le chien, quand il a 4 ou 5 ans, son poil il est flingué, et puis on en prend un autre, puis on donne celui-là, parce qu'on en a besoin, parce que c'est un outil de travail. C'est pas un outil de travail, un chien. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans la bouche de toiletteurs qui font des compétitions. Non. Un chien, c'est un compagnon. Voilà.
Le fait soit suffisamment patient avec toi pour qu'il te laisse l'emmener en compète, bah il est sympa. Mais ça ne sert à rien donc au niveau du résultat. Au contraire, ça fait l'effet inverse. Vous avez de meilleurs résultats en respectant totalement son poil entre les compètes et en, on va dire, ne sollicitant le pelage que quand vous en avez vraiment besoin, c'est-à-dire la veille ou le matin de la compète. Là, vous brochez à mort, vous dégraissez à mort et vous faites des ciseaux. Et quand vous rentrez à la maison avec le chien, vous le remettez au bain et vous le reconditionnez et vous le laissez sécher à l'air ambiant, avec un bon pré-séchage bien sûr. Voilà. Donc, tout ce que je veux dire simplement, c'est que le résultat compétition n'a pas à être là en permanence. Et pour choisir la meilleure méthode de séchage, pensez toujours à la santé de l'animal d'abord. Hein, c'est la santé de l'animal. Et quand je parle de santé, je parle bien sûr de la santé physique, de la santé dermatologique, mais aussi de la santé mentale, psychologique de l'animal. Hein, faites attention à ce que vous lui demandez à cet animal. Donc, j'en parle encore maintenant. Là encore, comme on l'a vu dans le bain, quand on sèche, on met le poil en place. Alors j'ai un peu mal rangé mes chapitres, parce qu'en fait dans la méthode Data, j'aurais dû mettre le brossage avant le séchage en fait. Puisque dans la méthode Data, on démêle dans le bain. Et donc, quand on a commencé à sécher l'animal, on a déjà un poil qui est parfaitement ou pratiquement terminé de démêler et déjà en place. Donc, lorsque l'on va sécher, on va évidemment sécher en mettant le poil en place dans la direction que l'on veut, dès le début. De toute façon, on a fait ça dès le début du bain, donc on continue tout simplement. On continue pendant qu'on sèche à orienter le poil, soit vers le haut, soit vers le bas, etc., en fonction du résultat final. On doit toujours, dans un toilettage Data, dès le début, on se dit, ok, comment je veux qu'il soit à la fin? Et je commence dès le début à mettre le poil dans la bonne direction. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour avoir un meilleur résultat de séchage? Et en fonction des races, on sait que le séchage peut être assez long et difficile. Si je vous dis cocker, ça vous dit quelque chose? Voilà. Eh bien alors, lorsque vous avez un cocker, je vais vous donner plusieurs astuces de séchage, ou plutôt de pré-séchage, que vous n'êtes pas obligé d'appliquer pour tous les animaux, mais qui peuvent s'appliquer. Alors 1, 2, 3 de ces astuces peuvent s'appliquer, ou seulement une, seulement deux, en fonction des animaux. Bon alors la méthode que l'on utilise tout le temps, c'est la serviette absorbante pour tout le monde. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite. Lorsque vous êtes dans le bain, enfin pas vous, quand l'animal est dans le bain, vous le démêlez, et puis lorsque vous arrêtez l'eau, vous placez le poil. Vous placez le poil et s'il n'y a plus de nœud, vous allez pouvoir tout d'abord, déjà, vous allez pouvoir utiliser un peigne à chat ou un peigne à puce. Mais alors il faut que ce soit un peigne large parce que souvent les peignes à puce sont assez pas larges. Donc un peigne à chat d'une certaine largeur ou un peigne à puce d'une certaine largeur si vous en avez un. Les peignes à chat sont très serrés. Je ne sais pas si j'en ai un. Non, j'en ai pas. Mais bon, peu importe. Comme votre animal est entièrement démêlé, vous pouvez facilement passer ce peigne dans le pelage. Et lorsque vous allez passer, vous allez voir notamment sur les cockers, c'est très efficace. Vous allez passer le peigne partout, tout simplement pour vérifier qu'il n'y a plus de nœud. Et là, vous allez voir, en arrivant au bas du poil, vous allez voir sur le peigne et sur le poil, vous allez voir ruisseler de l'eau complètement. Cette méthode, c'est scientifique. Moins il y a de molécules d'eau sur le poil, moins vous prendrez de temps à sécher. Eh bien, ça va vous faire la première étape de votre pré-séchage. Alors ça peut être du cocker, ça peut être aussi tout ce qui est
sporting, pardon, tout ce qui est pointeur, etc. Donc braque, donc tous ces pelages un peu denses, surtout au niveau du dos. Vous passez ce peigne, vous faites ruisseler l'eau, hein, vous le passez juste une fois partout. Et là, vous avez commencé votre pré-séchage. Ensuite, vous pouvez évidemment utiliser le pulseur parce que le pulseur, ça enlève l'excédent d'eau. Donc quand vous en avez besoin du pulseur ou quand vous pouvez l'utiliser, vous allez voir que l'eau va s'en aller aussi. Et ensuite, vous utilisez la serviette absorbante, là ou les serviettes absorbantes en fonction de ce que vous avez besoin. Et le but étant de retirer le plus d'eau possible sans abrasion. De manière à ce que, une fois que cette étape est terminée, une fois que cette étape de pré-séchage est terminée, si vous avez besoin d'utiliser un outil, un appareil, eh bien, le temps d'utilisation va être réduit au maximum. Donc, vous allez moins soumettre le poêle à une certaine pression d'air, à une certaine température, et donc, cela vous permettra aussi de réduire le temps de toilettage énormément. Énormément, surtout au niveau du coquillère, vous allez voir, ça vous fait gagner un temps fou. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode de pré-séchage. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. On reprendra avec la suivante sur le séchage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on parlera de techniques efficaces de séchage tout en étant non abrasive plus tard, dans la prochaine vidéo. Laissez vos questions en commentaire ou bien pendant la séance de visio qu'on va faire. J'espère que ça vous intéresse, que ce cours vous intéresse. Surtout, vraiment, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et après, on peut tout à fait rassembler toutes les questions et faire des visios pour y répondre tous ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.